Parti. Donc on disait chapitre 3, on a vu, vous vous rappelez, les Romeu et Lewis, etc. Et on avait juste, je suis en train de regarder vite fait, on n'a pas trop parlé on a parlé de la structure, mais bon, on peut faire un type d'exo. Par exemple, il vous donne cette molécule-là. Il vous donne cette molécule-là. Donc C, avec ici H3C, bon, ce type de molécule, CH3. Pour rappel, hein, H3C ou CH3, c'est la même chose, hein, y a pas c'est pareil, c'est juste qu'on l'écrit, vu que la liaison se fait au niveau du carbone, on le note comme ça. Et ce truc-là, c'est ce qu'on appelle un carbocation. C'est-à-dire que c'est un cation, donc un truc positif, mais attaché au carbone. On vous demande quelle est la forme de ce truc-là, et pourquoi c'est instable. Alors, pourquoi c'est instable? Bah déjà, il suffit de compter. Je vous rappelle que le carbone, il est A2L4. Ou si vous voulez, en formule normale, 1S2, 2S2, 2P2. D'accord? Et donc le carbone, on voit qu'ici, lui, il n'a que 4 électrons sur sa couche externe. Et donc du coup, ici, on va compter combien il en a. Et lui, il en a plus que 1, 2, 3. 3. Et c'est pour ça qu'il est positif, parce qu'il lui en manque un. C'est pour ça qu'on met un plus. S'il avait eu 5 électrons autour de lui, il en aurait eu un moins. Et donc ça existe, ça s'appelle des carbanions, mais c'est plus rare. Donc, première chose, le carbocation n'est pas stable parce qu'il ne respecte pas la règle. Il n'a pas ses électrons de couche externe. Et en plus, il ne respecte pas l'octet non plus. Parce que si vous comptez, il a autour de lui 1, 2, 3, 4. Il n'a que 6 électrons autour de lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'a pas ses 8 électrons. Donc il est instable. C'est la première chose qu'on vous demandait de dire pourquoi c'est instable. Ensuite, quelle est la forme de cette molécule-là? En fait, la forme de cette molécule, le plus, c'est pas un atome, c'est pas des électrons qui sont là qui posent problème. En fait, c'est comme si vous avez 3 groupements. Il n'y a que 3 groupements. 1, 2, 3. Et quelle est la meilleure façon d'éloigner le plus possible 3 groupements? Eh ben, c'est de faire un truc plan. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de faire un truc plan avec des angles de 120 degrés. D'accord? Si vous les mettez en 3 dimensions, si vous le mettez par exemple en mode parapluie comme ça, d'accord? En pyramide, et là vous mettez CH3, le carbone ici, CH3. Et ben ici, les groupes, ils vont plus se toucher que si vous les mettez en plan. Ici. D'accord? Et donc là, concrètement, la molécule là, elle est plane. Elle est plane et ça va jouer un rôle. Pourquoi ça va jouer un rôle? Enfin, vous verrez ça plus tard en terminale, parce que imaginons qu'un groupe, ce qu'on appelle un groupe attaquant, c'est-à-dire on veut ajouter un anion là-dessus. Et ben, l'anion, vu que la molécule elle est plane, il a deux possibilités, soit arriver par au-dessus, soit arriver par en dessous. D'accord? Si les groupes sont différents, ici, si c'était un autre truc ici à la place de CH3, eh ben, on peut fabriquer de cette façon deux sortes de molécules. Il y a des réactions chimiques, par exemple, qui font intervenir ce type de molécules, et dans ce cas-là, arrivé, on aura deux molécules différentes. Et il y a des réactions chimiques où il n'y a pas ce type de molécule, il n'y a pas ce type d'intermédiaire. Dans ce cas-là, ça n'arrivera que d'un côté. Donc, il y aura une seule molécule en arrivée. Bon, là, je suis allé un peu loin, c'est ce qu'on appelle la stéréosélectivité. Mais bon, on va pas rentrer dans le détail plus loin que ça. Il faut juste savoir, voilà, en gros, repérer l'histoire de qui est plan et ce qui n'est pas plan, etc. C'est bon pour le chapitre 3? Oui. Alors, vous avez entendu parler d'isomérise Z et E? Ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Ok, parce que c'est dans votre bouquin, mais je crois que c'est marqué des pistes pour l'oral terminal, donc not autre chose. Je pense que c'est plus au programme et ils vous ont mis des petits trucs pour le terminal, mais on va pas compliquer les choses, on n'a pas trop le temps de toute façon. On va avancer un petit peu. Alors, on passe au chapitre 4. Donc chapitre 4, on va passer dans la cohésion des solides, des espèces chimiques. En gros, si vous mettez du sel dans l'eau, le sel se dissout sans problème. Le sucre, pareil. Par contre, si vous mettez, je sais pas moi, de la craie, ça se dissout pas. Et il y a une raison pour ça. Une raison, une histoire de cohésion. En fait, on va essayer de comprendre qu'il existe différentes sortes de solides, que ces solides, ils vont aller plus ou moins dans l'eau, etc. Alors, je vais tout de suite prendre le résumé, ça ira plus vite. Le problème, c'est que je connais pas votre nouveau programme à fond, donc du coup, vu que j'ai pas de première S cette année, enfin de première spécialité, je ne vais pas vous dire de bêtises au niveau de ce qui est à savoir et ce qui n'est pas à savoir. Ok. Alors déjà, première chose.
Des solides, il en existe plusieurs sortes. Il existe ce qu'on appelle les solides ioniques, les solides moléculaires. Et puis, dans les familles-là, il peut y avoir des fois, alors on en parlera après, des liaisons hydrogènes. On en parlera après de ça. Alors, dans les solides, là on s'occupe que des solides pour le moment. Dans l'ionique, en fait, qu'est-ce que c'est un solide ionique? C'est des ions. Et des ions plus, par exemple, qui sont intercalés avec des ions moins. Donc les plus et les moins vont s'attirer, les plus et les moins vont s'attirer. Et vous voyez qu'on arrive en fait à faire un truc comme ça qui est plus ou moins stable. Parce qu'en fait, les boules vont s'attirer toutes mutuellement avec les forces électrostatiques. Les plus et les plus vont se repousser, mais il y a les moins qui les stabilisent. Donc à la fin, on arrive à faire un solide ici qui est qu'on appelle un solide ionique. En fait, si vous voulez, c'est les liaisons qui sont dans les molécules, c'est pas des liaisons covalentes. C'est-à-dire que entre celui-là et celui-là, la liaison qu'il y a ici, c'est juste une attraction électrostatique. C'est-à-dire que le plus et le moins s'attirent, mais en aucun cas, ils partagent équitablement leurs électrons. Les électrons sont du côté du plus chargé, donc du moins. Alors ce type de solide ionique, en fait, vous connaissez un qui est très courant, c'est sel de table. Le sel de table, en fait, c'est NaCl. On a l'habitude de le noter comme ça, solide. Sauf qu'en réalité, NaCl, c'est un cristal avec des ions Na+, et des ions Cl-, etc., 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 qui font comme ça. D'accord? Donc là, on va faire ça en 3 dimensions. Il faut imaginer ce truc-là en 3 dimensions. Donc là, on a ce qu'on appelle un solide ionique. C'est bien des ions, c'est bien Cl-, Na+. Cl- a piqué l'électron Na+, mais du coup, le truc est quand même stable. On peut toucher du sel, du gros sel sans problème. Par contre, on voit que c'est pas le truc le plus dur du monde, le sel, quoi. On peut le fryer, les friter sans trop de difficultés. Et surtout, on en reparlera après, souvent les liquides ioniques, les solides ioniques, pas souvent, mais tous les solides ioniques, ils adorent aller dans les solvants polaires. On va en reparler juste après. Qui vont aller dans ils ont des capacités différentes des moléculaires. Alors, le moléculaire, je vais le mettre en rouge. Le moléculaire, lui, c'est pas compliqué, vous avez compris le truc, c'est juste des molécules qui sont liées entre elles. Par exemple, le sucre. Le sucre, c'est carrément une molécule entière qui est neutre, et elles vont se lier entre elles avec il va y avoir des microzones un petit peu négatives, mais c'est pas du totalement négatif, si vous voulez. Il va y avoir des petites zones négatives, positives, etc. par endroit. Parce qu'il y a forcément des atomes qui sont électroattracteurs. Vous vous rappelez, on en a parlé tout à l'heure, comme l'oxygène par exemple. Je donne un exemple. Si vous avez une molécule par exemple qui ressemble à ça, avec ici un OH, ici vous avez des doublés non liants et du coup il va y avoir des liaisons ici. C'est électroattracteur ce truc-là. Donc il va être delta- à cet endroit-là. Et donc il va y avoir, si vous voulez, un peu comme un velcro si vous voulez. Les molécules restent sous forme moléculaire, mais entre elles, elles vont s'attirer un petit peu, elles vont se fixer grâce au delta plus et au delta moins. Ouais. Donc là, c'est des charges partielles. Il faut bien comprendre que là, on met bien des deltas à chaque fois parce que c'est pas vraiment, ils n'ont pas arraché l'électron. Juste que dans la molécule, il y a des endroits où il y a un petit peu plus de densité électronique, mais ils n'ont pas complètement arraché les électrons. Donc c'est pas des ions, c'est bien des trucs neutres. Chacune des espèces de patates là, est neutre. Bon ça? Oui. Là-dedans, donc si on regarde, par exemple, imaginons qu'on fasse de l'eau. De l'eau liquide, on la fout au congélateur, elle est solidifiée. Elle est solidifiée, c'est un solide ionique, solide moléculaire par contre. Parce que vous avez ici une molécule d'eau, avec ici une zone plutôt delta-, parce que l'oxygène, je vous rappelle qu'il attire à lui les électrons, mais pas totalement, c'est pas un ion. Et en fait, dans ce solide-là, dans la glace par exemple, la glace, ça va être un solide ionique. Moléculaire, je vais y arriver. D'accord? Ici, il va y avoir une attraction. Et l'attraction ici qui est entre le O et le H, c'est un cas particulier parce que ici, en fait, on a une attraction, un truc qui est un tout petit peu positif, mais qui est un H et un doublet électronique. Et cette attraction-là a un nom particulier, c'est ce qu'on appelle une liaison hydrogène. En fait, c'est exactement le même type de liaison un peu que je vous ai montré juste avant entre delta plus et delta moins,
Sauf que les delta plus et delta moins, ça peut être, je sais pas moi, un chlorure qui attire un Na autre part, etc. D'accord? Et dans le cas particulier où le truc plus, c'est un H, en fait, on va ce qu'on appelle une liaison hydrogène. Donc c'est le même type de liaison que les liaisons classiques delta plus, delta moins, mais comme c'est de l'hydrogène, c'est un petit peu plus fort. Donc on lui a donné un nom exprès. On appelle la liaison hydrogène. Oui. Oui. Bon, donc la liaison hydrogène, c'est toujours entre un H et un doublet non liant. Des liaisons hydrogènes, il peut y en avoir par exemple pour le Cl-. Vous avez un HCl dans l'acide chlorhydrique par exemple. Ici, vous avez une liaison, une liaison hydrogène, puisque ce truc-là ici, il va être attiré par les doublets non liants du chlore. C'est pour ça que l'acide chlorhydrique, il est insoluble. Alors, bon, maintenant, donc on a vu qu'il existe deux sortes de molécules, les ioniques et les moléculaires. Dans les deux cas, les deux molécules possèdent des interactions entre elles. Dans le cas des ioniques, c'est des liaisons fortes, parce que c'est entre les plus et les moins, des charges entières. Et dans les moléculaires, c'est des liaisons plus faibles, parce que c'est des petits delta plus et des petits delta moins qui s'attirent. Comme des micro-interactions, si vous voulez. Et le truc, c'est que maintenant, ces solides ioniques, imaginons que vous mettez du sel dans de l'huile. Si vous mettez du sel dans de l'huile, il ne va rien se passer. Vous mettez de l'huile, vous mettez du sel au fond, votre sel, il va rester au fond. Et si vous mettez par contre du sel dans de l'eau, ça vous le faites tous les jours quand vous faites de la cuisine, le sel, il va se dissoudre. Alors, comment on explique ça? Vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce que dans l'huile, le sel ne se dissout pas, il se dissout bien dans l'eau? Non, oui. Vous en foutez? J'ai jamais posé la question. Non, je vois pas. Bon, alors en fait, on a dit, il faut repartir sur le truc du départ. Le sel, la molécule de sel, c'est un Na+, et un Cl- juste à côté. Les deux sont attirés par une force électrostatique, mais il n'y a pas de tiré entre les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de partage d'électrons. Donc là, c'est concrètement un truc négatif, en rouge là. D'accord? Et l'autre est en noir. Donc forcément, ces trucs-là, si vous voulez le dissoudre, cette molécule, si vous voulez la dissoudre, il faut que le Cl- il puisse se balader tout seul dans le liquide. Et que le Na+, puisse se balader tout seul dans le liquide autre part. Et le problème, c'est que le Na+, est chargé et le Cl- est chargé. Donc la seule façon pour qu'ils aillent dans le liquide, il faut que ce liquide, il aime bien les trucs chargés. Il faut que le liquide permette à ces trucs chargés de rester chargés, de se balader tout seul tranquillement. Et pour y arriver, il faut que ce liquide, il ait des microcharges. Il faut qu'il soit polaire. Polaire, ça veut dire que c'est comme s'il y avait des plus et des moins. Donc le solvant polaire qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est l'eau. Parce que si vous regardez, l'eau, ici on vient de dire juste avant, la partie ici, elle est légèrement chargée négativement. Et la partie au-dessus, en dessous, pardon, elle est chargée positivement. Donc c'est comme si vous aviez une sorte d'aimant chargé plus, moins. Et donc c'est comme si vous aviez dans l'eau, c'est comme si alors c'est pas des aimants parce que c'est des forces électrostatiques, hein, mais c'est un peu le même principe. C'est comme si vous aviez un truc, un petit bâton plus moins qui se balade. Toutes les molécules d'eau réagissent comme des petits bâtons plus moins. Et du coup, quand vous avez un Cl- qui va arriver, et ben votre petit bâton, il va s'orienter de manière à mettre son plus du côté du Cl-. Et du coup, du côté ici, on peut avoir le Na+, par exemple. Donc du coup, ce truc-là va stabiliser les molécules, les ions. Les ions adorent aller dans l'eau parce que l'eau, comme elle est polaire, il y a des plus et des moins, et donc ça stabilise complètement le truc. Ils sont contents, ils peuvent se balader. Par contre, dans l'huile, le problème, c'est que l'huile, c'est une grande chaîne avec plein de carbone comme ça, mais qui n'a pas de plus, ni qui n'a pas de moins. Et du coup, le Cl- et le Na+, ils savent pas comment y aller. Parce que l'huile, c'est un truc totalement apolaire. Et comme c'est apolaire, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, donc il n'y a aucune raison d'y aller. Si vous voulez retenir un truc de ce chapitre, c'est que ce qui se ressemble s'assemble. S'assemble. Par exemple, si vous avez un solvant polaire
c'est un peu comme si vous aviez un aimant plus-moins. Ben, les ions, ils adorent. Les ions ou les molécules polaires. Donc les molécules polaires, c'est une molécule qui peut faire des plus et des moins. Ils adorent. D'accord? Alors, je vais mettre un petit cœur. Par contre, si c'est apolaire, donc là, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, ben, les ions, ils n'aiment pas. Ils n'y vont jamais. Ils n'y vont pas parce que ça n'aime pas y aller. Donc concrètement, si vous mettez du sel dans de l'huile, vu que l'huile est apolaire, eh ben, le sel n'a aucune raison d'y aller parce que le sel est chargé positivement et négativement. C'est que des boules plus et des boules moins. Donc les boules plus et les boules moins, ils préfèrent aller où il y a un solvant polaire. C'est-à-dire un solvant où il y a des plus et des moins. Si votre solvant il n'a pas de plus, il n'a pas de moins, bah, les ions n'iront pas. Du coup, le sel, il va rester sous sa forme sel. Il ne va pas se dissocier. Ça va ou pas? Oui. C'est bon? Et donc voilà, la solvatation. Donc en gros, on vous explique dans le programme que ça se fait en plusieurs façons. Une fois que vous mettez le sel dans l'eau, donc le sel au début, c'est des molécules qui sont comme ça, c'est-à-dire une molécule où le Na+ et le Cl-, ils sont liés mais par des forces électrostatiques. Première chose qui va se passer dans l'eau, c'est que ça va se dissocier, qu'on appelle faire la dissociation. Donc là, les Na+ et Cl- se séparent. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se solvater. Solvater, c'est-à-dire que le Cl- il va se mettre comme ça avec les molécules d'eau qui vont venir. Alors du coup, c'est les H qui vont venir autour de lui. Parce que je vous rappelle que les H, ils sont delta+. D'accord? Donc les molécules d'eau vont toutes se mettre comme ça, autour de lui. D'accord? Et le Na+, lui, alors je ne vais pas refaire tout, hein. Le Na+, ce qui va se passer, c'est que l'eau va se mettre sous sa forme là. Par exemple, dans le cas de l'eau. Les molécules d'eau vont s'orienter pour que le côté plus de la molécule d'eau soit, le côté moins pendant la molécule d'eau soit relié, soit du côté du Na+. Et donc la solvatation, c'est le phénomène que les molécules d'eau viennent autour. Donc ça prend un certain temps. Donc en fait, à chaque fois que vous mettez une molécule de sel dans de l'eau, il se passe deux choses. Première chose, la molécule se coupe en deux. Et deuxième chose, les molécules d'eau vont se mettre autour pour solvater. Ouais? Oui. Bon, continue. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut calculer la concentration dissoute, c'est-à-dire, par exemple, calculer la concentration en Na+. Alors, par contre, il faut se méfier, parce qu'il peut y avoir des molécules. Alors, je vais prendre un autre exemple. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? CaCl2. Voilà. Cette molécule d'eau, lorsque vous allez mettre dans l'eau, elle va se solvater en deux trucs. Elle va se solvater en Ca2+, et en 2 Cl-. C'est-à-dire qu'en fait, la molécule de CaCl2, c'est une boule Ca2+, deux boules Cl-. Quand vous allez la mettre dans l'eau, bah, chaque fois que vous allez dissoudre une molécule de CaCl2, vous allez dissoudre en fait une molécule de Ca2+, et deux molécules de ions en Cl-. Donc la concentration en Cl-, elle vaudra deux fois la concentration en Ca2+, parce que vous en aurez mis le double. D'accord? Et donc la concentration en Cl-, ça sera le nombre de moles de Cl- que vous avez mis dans votre volume d'eau. Donc, par exemple, dans votre volume d'eau, ça c'est le volume total, le volume du solvant, et ça c'est le nombre de molécules. Donc souvent, par exemple, si vous mettez 5 grammes de sel, boum, bah, vous pouvez calculer combien de molécules vous avez mis en moles, et vous aurez la concentration, dans un litre par exemple, vous aurez la concentration en moles par litre. Bon, pour terminer là-dessus, à quoi ça sert tout ça? Parce que c'est bien beau de faire des solvants polaires, apolaires, etc., mais à quoi ça sert? Bah, par exemple, imaginons que vous avez fabriqué une molécule apolaire. D'accord? Vous fabriquez une molécule apolaire et vous voulez la récupérer. Elle est un peu mélangée dans de l'eau et vous voulez la récupérer à 100%. Et ben ce qu'on va faire souvent, par exemple, c'est qu'on va rajouter du sel. En rajoutant du sel, on va rajouter plein de charges plus et plein de charges moins dans l'eau. En faisant ça, on va rendre l'eau encore plus polaire, c'est-à-dire beaucoup plus de charges. Et comme notre molécule qu'on veut récupérer était dissoute sous forme de petites gouttelettes dans l'eau, bah, elle n'aime pas les trucs polaires, elle va remonter en surface. On va se retrouver avec une petite surface de molécules
polaire en surface de l'eau. D'accord? Et donc, comme ça, on va pouvoir, grâce à une ampoule à décanter, par exemple, j'ai déjà fait en seconde, ça, l'ampoule à décanter, se retrouver avec le solvant polaire en dessous, donc ce qu'on veut pas, avec les impuretés, etc. Et au-dessus, le truc qu'on veut, par exemple, le apolaire. Donc, c'est pas tout le temps au-dessus, hein, des fois, c'est à l'envers. Ça peut être inversé en fonction de la densité, il faut faire attention. Le apolaire, il peut très bien être en dessous, etc. Et donc, comme ça, on peut séparer un solvant polaire ou apolaire. Inversement, si notre molécule qu'on a fabriquée, elle est polaire, bon, on va rajouter plein d'huile, par exemple, ou un truc apolaire. Un truc apolaire, ça peut être une autre molécule, d'accord, qui est tout à fait apolaire, pour la faire apparaître en surface. Et donc, ça passe ce qu'on appelle une extraction liquide-liquide. Oui, ça va. Donc, je vous rappelle Oui. que le ski apolaire n'est pas, on dit que c'est non miscible dans le polaire, et inversement, le polaire est non miscible dans l'apolaire. Question là-dessus? Non. C'est bon? Alors, dernière chose, euh, vous avez peut-être entendu parler des amphiphiles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un amphifile? Un amphifile, c'est une molécule, c'est chiant, CH3 par exemple, CH2, CH3, CH2, pardon, CH2, CH2, COOH. Type de molécule par exemple, ou CO au moins, on va mettre comme ça. D'accord? Je vais juste effacer le truc là. CO au moins. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette molécule, elle a une particularité, c'est qu'elle a un bout ici qui est totalement polaire, parce qu'il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. On rappelle, hein, les H et les C, ils s'attirent pareil. Donc, entre le H et le C, il n'y a pas de différence d'électronégativité. Donc, le C et le H s'attirent pareil. Et les C, forcément, vu que c'est deux molécules identiques, s'attirent pareil. Donc, ce truc-là, ce côté-là de la molécule, il est apolaire. De ce côté-là, par contre, on voit qu'il y a plein de charges. Ici, on a un truc qui est delta moins. Ici, on a un truc qui a méga delta moins. En plus, il y a une charge négative. Donc, finalement, le bout là de la molécule, il est amorphe polaire. Si on peut dire ça. Donc ici, il est très polarisé, il est très négatif ce côté-là. Donc c'est comme si on avait une molécule qui d'un côté aime bien le gras et de l'autre côté aime bien l'eau. Parce que je vous rappelle qu'il est négatif. Et ben, ce truc-là, c'est ce qu'on appelle une molécule amphiphiles. Concrètement, bah, pour faire une analogie avec quelqu'un qui est pour la sexualité, ce serait un bisexuel. Il aime bien les deux. Il aime bien les deux côtés. Il aime bien le côté polaire et le côté apolaire. Et donc, à quoi ça sert ces trucs amphiphiles? Parce que c'est très utile et vous l'utilisez tous les jours sans vous en rendre compte. Bah, ce truc-là, vous en avez forcément de ce type de molécules dans les savons ou dans, par exemple, la lessive. Alors, comment ça marche un savon? En fait, imaginons que vous ayez votre main sale. Et votre but, c'est de décrasser la main, d'enlever les molécules de graisse qui sont sur votre main, par exemple. Comment ça marche? Et bien, en fait, quand vous allez frotter les petites molécules de graisse, ici, on va la mettre en bleu, et ben, cette molécule-là, elle va venir se rapprocher de la molécule de graisse, parce que vous allez mettre du savon. La partie rouge de la molécule, elle adore le gras, et la partie bleue, elle n'aime pas le gras. Ce qui va se passer, c'est que la molécule, elle va se planter comme ça. Toutes les molécules vont se planter, si vous voulez, la partie apolaire va aller là-dedans. La partie polaire, elle va rester en dehors du gras. Et donc, vous allez avoir des millions de molécules qui vont se mettre tout autour de la gouttelette de gras. Et vous allez pouvoir décrocher cette gouttelette de gras. Et du coup, dans votre eau, l'eau qui coule du robinet, vous allez avoir des micro-gouttelettes de gras avec autour plein de petites molécules qui lui permettent de se balader dans l'eau sans problème. Pourquoi lui permettre de se balader dans l'eau? Parce que si comment ça s'appelle, tout ce qu'on appelle les amphiphiles, vont permettre de faire, si vous voulez, comme une couche protectrice autour de la molécule de graisse. Et ce truc-là, c'est ce qu'on appelle, vous savez ou pas? Non. Un micelle. Ah si, oui. D'accord? Donc en fait, concrètement, un savon, c'est comme ça que ça marche. Le savon, en fait, vous allez planter, les molécules de savon vont venir se planter dans le gras, et en frottant, ben, ça va permettre aux petites molécules de graisse de se décrocher du vêtement ou de votre main. Et on va former un micelle grâce aux molécules qui vont se planter dedans. On appelle des molécules amphiphiles. J'aime bien les deux. On appelle ça aussi toujours un trou, des tensioactifs. On appelle aussi des tensioactifs.
En fait, quand vous regardez sur votre savon, il y a toujours écrit tensioactif sur le savon à un endroit. Sur la lessive aussi. Par exemple, de tensioactif, ils disent anionique si c'est des moins en bout, et puis avoir des tensioactifs cationiques avec à la place des plus en bout. Ça change rien. Il y a toujours un bout de la molécule qui est apolaire, un bout qui est polaire. C'est toujours le même principe. Donc, quand vous voyez quelque part écrit le mot tensioactif anionique ou cationique, bah, c'est juste que dedans, il y a une molécule amphiphiles. Et cette molécule amphiphiles, elle va aimer les deux. D'accord? Alors, les molécules amphiphiles, il y en a aussi en cuisine. Hein. Si vous faites de la vinaigrette, par exemple, ben, si vous mettez de la vinaigrette dans un bocal, je vais y arriver, vous mettez l'huile en dessous, ben, l'huile, elle va rester. Alors, je vais y arriver, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, c'est chiant, on va faire autrement. Ici, si vous mettez l'eau, le vinaigre et l'huile, vous avez l'huile qui va rester en surface, pendant la vinaigrette. Ben, ce que vous allez faire, donc le vinaigre, pour rappel, hein, c'est une molécule qui est polaire. Donc le vinaigre, il aime bien aller dans l'eau, donc c'est de l'eau en fait. C'est du vinaigre et de l'eau. Et donc l'huile, elle est apolaire, elle va rester en surface. Bon, en fait, ce que vous allez faire, c'est quand vous allez mettre de la moutarde là-dedans, la moutarde, c'est un amphiphile. Et donc en fait, de faire un amphiphylle, bah, ce qui va se passer quand vous allez couler votre vinaigrette, vous allez avoir des micro-gouttelettes d'huile qui vont se balader partout dans votre vinaigrette, mais vous ne le voyez pas parce que c'est microscopique. Autour de ça, de chacune, vous allez avoir un micelle en fait avec des molécules tensioactives qui sont dans la moutarde. Alors je vais mettre ici les têtes négatives ou positives. Alors je ne sais plus si c'est négatif ou positif dans la moutarde, j'ai un doute. Mais il y a un tensioactif dans la moutarde. Donc vous allez avoir plein de micelles d'huile qui vont se balader dans la vinaigre. Donc au bout d'un moment, dans votre vinaigrette, si vous attendez, ça se décante. Pourquoi ça se décante? Parce qu'en fait ici, les micelles ne sont pas méga stables, donc ils vont se recasser. Donc vous allez avoir l'huile qui va remonter. La moutarde, elle va rester en bas, elle va rester à l'interface entre les deux. C'est-à-dire qu'elle va se mettre concrètement, votre bocal, vous allez avoir l'huile au-dessus et le vinaigre en dessous. Et la moutarde, ce qu'elle va faire, c'est que bah, elle va pas raisonner longtemps. Hein. Elle va dire, moi, la partie qui aime bien l'huile, elle va rester au-dessus. Et la partie qui aime bien l'eau, elle va aller en dessous. Donc elles vont se mettre la tête en bas, comme ça, en surface. Et lorsque vous allez réagiter, vous allez refabriquer des micelles et vous allez refabriquer votre vinaigrette. Ouais. Oui. On a la même chose dans le lait. Le lait, c'est de la crème, donc du gras, qui se balade dans de l'eau. Avec, de l'eau avec d'autres choses, mais en majorité de l'eau. Et donc, si vous regardez du lait au microscope, vous allez voir en fait des petites gouttelettes de crème qui se baladent. Et ces gouttelettes autour, vous avez aussi un tensioactif qui permet de stabiliser le truc. Là, pour le coup, il est très stable ce tensioactif, cette micelle, dans le lait. Et ce qui va se passer, c'est que si le lait il caille, c'est-à-dire qu'il y a l'oxygène qui est attaqué. En fait, l'oxygène il va casser ces tensioactifs. Et du coup, en surface, vous allez avoir de la crème qui remonte. Casser les micelles, et du coup, l'huile va remonter, enfin le gras, remonter, c'est la crème. Donc un lait demi-écrémé, on a enlevé la moitié de la crème. Un lait écrémé, on a enlevé toute la crème. Donc concrètement, il reste de l'eau et puis un peu d'arôme, quoi. Et du lait non écrémé, du lait entier, ben, on a laissé le truc tel quel, on n'y a pas touché. Ça va? Bon, j'espère que vous aurez au moins appris un truc sur les micelles, etc. Et donc, alors une bulle de savon, par exemple, je vois dans votre bouquin une bulle de savon. Hein. On va pas faire le dessin, mais une bulle de savon. En fait, vous avez deux parois. Vous avez en fait ici, au milieu de l'air. Ici, vous allez avoir de l'eau au milieu. Alors, est-ce que je peux mettre de l'eau? De l'eau là. Vous avez de l'eau et en fait, les molécules, elles vont se mettre comme ça. Vous allez avoir des molécules, pinceau. Ils vont se mettre ici, les têtes qui aiment bien l'eau vont se mettre tout autour de la gouttelette, tout autour, et à l'intérieur aussi. Et les têtes qui n'aiment pas l'eau, elles vont rester à l'extérieur dans l'air. Je vais les mettre en vert. Donc imaginez le même truc en 3 dimensions, hein, avec deux côtés tout autour. Et donc ici, on va avoir une gouttelette, une bulle d'eau. Ouais. Et encore une dernière chose, à l'intérieur de votre corps, vous avez ce qu'on appelle une double paroi lipidique. Chacune de vos cellules, vous avez dû voir ça en SVT. Et bon, en fait, ici, comme l'eau rappelle votre sang, c'est en majorité de l'eau. Donc nous, on est constitué en majorité d'eau. En fait, chacune de vos cellules, elle est constituée d'une double paroi lipidique. En fait, c'est que des tensioactifs qui se mettent comme ça. Donc vous avez des couples de molécules qui vont se mettre comme ça.
D'accord? Alors, normalement, c'est relié là. Tac, tac. Voilà, ça c'est le morceau là. Le morceau qui va là. Et donc finalement, ici, à l'intérieur de votre cellule, ben, donc là, ici, c'est ce qu'on appelle la paroi de la cellule, hein. Ici, à l'intérieur de la cellule, ben, vous avez plus ou moins de l'eau. À l'extérieur de la cellule, c'est du sang ou du plasma ou je sais pas quoi, donc c'est de l'eau. Mais l'intérêt de ce truc, c'est que si vous voulez qu'une molécule veut rentrer là-dedans, eh ben, elle peut. En fait, il suffit que les trucs là s'écartent un petit peu, et la molécule, elle peut passer et rentrer dans votre cellule. Donc en fait, ça permet de faire rentrer des molécules ou sortir des molécules de votre cellule de manière tout à fait sans trouer la paroi. En fait, la paroi, quand vous dessinez un trait, concrètement, c'est pas un trait, hein, c'est des milliards de trucs comme ça, qui sont l'un dans l'autre. C'est ce qu'on appelle une double paroi lipidique, parce que vous avez un truc lipidique, donc de l'huile, et un truc qui est mis à l'huile, et un truc qui est mis à l'huile. D'accord? Bon, vous voyez que la SVT, c'est pas éloigné de la chimie, pour le coup. Ok, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Dans ce même chapitre, alors, j'ai fait quoi là? Donc là, on arrive au chapitre 5, si je dis pas de bêtises. Oui. Alors, on va parler des molécules organiques. Donc là, les noms, les molécules. Alors, vous avez les formules brutes et semi-développées. Ça, vous l'avez déjà fait en seconde. Donc, je vous rappelle une formule brute, par exemple, c'est C2H6O. Ça, c'est une molécule, c'est la formule brute. La formule semi-développée, ça peut être CH3-CH2-OH. Ça, c'est la semi-développée. D'accord? Ça, c'est la, alors je vais le noter, brute. Ça, c'est la semi-développée. Et la développée, vous l'avez déjà vu en seconde, c'est celle qu'on apprend au début, c'est ça. On voit que la développée, elle prend beaucoup de temps à écrire. Et en Lewis, on va rajouter les doublés non liants. D'accord? Le truc, c'est que maintenant, il faut qu'on apprenne à les nommer, les molécules. Alors là, cette année, on va pas aller trop loin. Vous allez nommer les alcools, les aldehydes. Alors, ils ont quoi? Aldehyde et acide carboxylique. Alors, comment est-ce qu'on nomme ce truc? Par exemple, ici, cette molécule, à chaque fois, c'est toujours la même façon. Vous prenez la chaîne la plus longue, c'est-à-dire la carbone. Vous comptez le carbone ici. Le carbone, on en a deux. On a deux carbones. Il faut se rappeler l'ordre des carbones. Alors déjà, je vous rappelle que quand c'est un carbone, c'est préfixe et. Quand c'est deux carbones, c'est met et. Quand c'est trois carbones, c'est propre. Quand c'est quatre carbones, c'est but. Quand c'est cinq carbones, c'est pain. Etc., etc. Donc ici, on a combien de carbones? Deux. Ce sera de lait. Ok. Et an. Pourquoi je mets un an? Parce qu'ici, il n'y a pas de double liaison. Vous verrez, terminal qu'il peut y avoir des doubles liaisons. Mais quand il y a une simple liaison, c'est an. Donc éthane. Et ensuite, on regarde sur quel carbone est accroché l'oxygène. Ici, le OH. Alors là, ici, on voit qu'on a un groupement OH. Le groupement OH, tout de suite, dès que vous voyez un groupement OH, vous vous dites, c'est la famille des alcools. Il y a trois familles. Alors, je vais les faire ici. Les trois grandes familles que vous connaissez cette année, il y en a trois. La première, c'est quand vous avez un COH, un H par exemple. Ici, un OH tout seul dans un coin, c'est ce qu'on appelle les alcools. Deuxième possibilité, vous avez un C avec une double liaison O. Donc ce cas-là, c'est ce qu'on appelle en milieu de chaîne. Et que là, c'est pas H et là, c'est pas H. Alors, on va le faire autrement. On va faire autrement, puisque vous allez vous emmener les pinceaux. Soit vous avez un carbone avec double liaison, ici, ça peut être par exemple CH3, et puis là, C quelque chose. Ce truc-là, on voit qu'il y a un C double liaison O, mais il n'y a pas de H sur le carbone ici. Le carbone-là, il n'y a pas de H. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une cétone. Toujours en milieu de chaîne. Il peut y avoir aussi en bout de chaîne, par exemple CH3, CO, et là, ça finit par un H. Et là, on voit que ici, on a un H et un O en même temps. Donc ce truc-là, ça ressemble à une cétone, mais on voit que ça finit avec un H. Et comme ça finit que c'est en bout de chaîne, c'est la famille des aldéhydes. Ça, faut le s'apprendre par cœur. D'accord? Et le dernier truc que vous avez aussi, je vais y arriver. Quand vous avez un mix des deux, en fait, de ça, quand vous avez un. Alors, je vais enlever le bordel là aussi. Quand
vous avez un mix des deux, c'est-à-dire vous avez par exemple C, gna 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 gna, une liaison C, double liaison O, et là on a OH. On a qu'on a un mélange du C double liaison O et avec un OH à la fin. Ce truc-là, c'est ce qu'on appelle un acide carboxylique. Alors les trois là, enfin les quatre là, pardon, ils sont à savoir cette année. D'accord? Tu as déjà vu ça? Oui. Et ça va, ça rentre ou pas? Oui, ça va. Ok. Donc, on en revient à notre alcool, et puis après on fera un exemple ou deux, puisque de toute façon, le truc là, la seule façon de faire, c'est de faire des exemples. Ici, on a un éthane, d'accord? On a de l'éthane, puisqu'on voit qu'on a que deux carbones, et on voit qu'on a ici un alcool. Cet alcool, il est accroché sur le premier carbone. Donc, normalement, on devrait écrire éthane ol. Sauf que, il est forcément accroché sur le premier carbone, parce que si vous le mettez du côté là-bas, ça revient le premier carbone. On change de sens, parce que si on avait retourné la molécule. Donc, du coup, en fait, on le note tout simplement éthanol. Il n'y a pas d'autre possibilité. L'éthanol, bah, c'est l'alcool qui est dans la bière, qui est dans le vin, etc. C'est le seul alcool que l'être humain peut boire sans être trop malade, même si ça reste quand même un poison, faut le dire. Alors, on prend un autre exemple, donc les cétones, par exemple. Une cétone, on peut prendre CH3, CH3, CH2, CH3, CH2, CO, CH3. Alors, je vous laisse essayer de réfléchir un peu à ce que ça donne. Est-ce qu'il vous donne tout ou pas? Ah, tu sais, vous avez vu les... Ok. Alors, j'avais pas vu, je sais pas qu'on va rajouter un petit truc là. On va rajouter un CH3 ici. Compliqué un peu. Ah, allez, je suis vicieux, je rajoute un autre. Je rajoute ici un CH3. Ok, alors on va essayer de nommer ce truc-là. Est-ce qu'il y en a qui a une idée? Qui veut se tenter? Alors, des Je vais t'ouvrir, hein. euh, alors, Alors, c'est bon? On y va? Je corrige? Vous avez une idée? Pentane déjà, ouais, mais pentane, ouais. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu t'es fait avoir. C'est pas pentane. En fait, il faut à chaque fois, déjà, première chose, il faut compter la chaîne la plus longue. La chaîne la plus longue, il ne faut pas se faire tomber dans le piège, c'est celle qui contient le maximum de carbone. Et c'est pas forcément sur une ligne. Donc méfiez-vous. donc c'est La chaîne la plus longue, c'est celle-là. Donc c'est 6, donc c'est exact. l'ex. Donc déjà, on sait que ça sera de l'hexane. On va noter l'hexane. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici, en bleu, un C double liaison O. On vérifie, on n'est pas en bout de chaîne, c'est un CH3, donc c'est pas un aldéhyde. On n'a pas de OH, donc c'est pas un acide carboxylique, donc c'est une cétone. C'est un. La cétone, elle est accrochée sur le carbone le plus. On va numéroter, donc soit on numérote de la droite vers la gauche, ou de bas vers le haut si vous voulez, ou du haut vers le bas. Le truc, c'est que il faut que la cétone soit sur le chiffre le plus petit. Donc la façon de numéroter, on va numéroter comme ça. 2, 3, 4, 5, 6. C'est de l'hexane. 2. Vu que c'est une cétone, on finit par on. D'accord? Donc c'est de l'hexane de on. Donc là, on a fait la partie jaune et bleue. Il nous reste la partie qu'on va mettre en vert là, qui est un groupement méthyle. Le groupement méthyle qui est accroché sur le carbone numéro 4. Donc on va noter 4 méthyle hexane de on. Ah non, c'est attaché. C'est attaché. Pas des... Je me trompe tout le temps sur la façon dont on écrit. Ouais, c'est attaché, c'est attaché. Il n'y a pas de moins là, c'est attaché. D'accord?
Bon, c'est pas une grosse faute hein, en soi, mais vous étirez en fait quand vous passez d'une lettre à un chiffre ou d'un chiffre, etc. D'accord? Mais il y a que là que vous mettez des tirets. Vous étirez que quand il y a des chiffres. Un autre? Oui. Alors, on va faire un autre. Qu'est-ce qu'on va vous mettre? 3, CH, CH. C, H2, CH. On va mettre un CH3 ici. Et C, O, O, H. Ok. Oula. Je vous laisse 2 minutes pour essayer. Très souvent, on ne tombe pas dans le piège, hein, parce qu'on cherche toujours la chaîne la plus longue, que très souvent vous allez me dire, ah, c'est un groupement utile là. Non, c'est pas un groupement utile, c'est la chaîne la plus longue. Donc, peut-être pas avoir dans le truc. Donc c'est pentane. Du coup, c'est sur le premier carbone. C'est un acide carboxylique. Donc, on a 5 carbones. Donc, c'est du pentane. On a de l'acide carboxylique. Alors, la chaîne la plus longue, c'est celle-ci. C'est normal, une idée? Oui. Vas-y, je t'écoute. Donc, c'est du pentane, Non. déjà. Eh ben non. Non, regarde. La chaîne la plus longue, elle fait quoi? Ah oui, d'accord, ok. Donc, non, c'est de l'hexane. Encore de l'hexane, ouais. Il y a une liaison acide carboxylique. Ouais. Donc là, vous avez l'acide carboxylique qui est là. Donc ça commencera par, concernant l'acide, on sait que ça commence par acide et ça finit par oïque. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On On a, a deux méthyl. on a 3 groupements méthyl. Oui, On a un trois. ici, un ici et un ici. Donc ça sera du en numéro. Alors, pour le coup, il y a un cas particulier. Normalement, ça range pour numéroter de manière à ce que tous les chiffres soient les plus petits possibles. D'accord? Donc quand c'est de l'acide Oui. carboxylique, par défaut, il vous bloque le 1 ici. Donc c'est forcément le numéro 2, 3, 4. On n'a pas besoin de réfléchir dans le cas de l'acide carboxylique. L'acide carboxylique, c'est forcément 1. Donc tout le reste, ça va suivre. Donc ici, on a 3 méthyl, qu'on va avoir de l'acide 2,4, virgule 4, triméthyl, oula, triméthyl hexanoïque. Pas évident Oula. avec. On est bon? Donc Oui. on a bien triméthyl, c'est-à-dire qu'on a 3 méthyls, d'accord? On a 3 méthyls, donc 1, 2, 3. Il y en a 1 en 2 et 2 en 4. Et un acide hexanoïque. Voilà, donc ça c'est l'acide 2,4,4 triméthylhexanoïque. On est bon? Oui. Allez, on avance un peu. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Vous avez vu aussi l'infrarouge, le spectre infrarouge. Ça vous dit quelque chose? Spectre IR. Oui. Le spectre IR, en fait, ce qu'on va passer. Ouais. Alors, le spectre infrarouge, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer différentes fréquences. Si vous avez une molécule qui est comme ça, par exemple CH3, CH2, COH, là, en l'occurrence, c'est un aldéhyde, parce que si on a un C double liaison O et H en dessous,
En fait, les molécules, on va envoyer une fréquence différente. On va envoyer des fréquences, on va envoyer des ondes de certaines fréquences, et ça va faire vibrer ces molécules-là, ces vibrations. Chacune des, comment dire, des liaisons va vibrer différemment. Vibrer différemment, ça veut dire que c'est comme quand vous faites de la balançoire, vous avez une certaine fréquence. Que vous lancez un yo-yo, enfin, quand vous avez un ressort, il revient toujours à une certaine fréquence. Et ben là, les ressorts sont tous différents en fonction de la liaison, et donc ils vont plus ou moins absorber certaines longueurs d'onde. Par exemple, cette double liaison-là, elle va absorber une fréquence différente de celle-ci, parce que c'est pas le même type de liaison. Ah, ici, ils vont avoir des trucs différents. Donc chaque type de liaison différent va absorber des liaisons différentes. Des ondes différentes. Donc, par exemple, la liaison CC va être différente de la liaison CH. La liaison CO va être différente. La liaison CH, dans le cas d'un aldéhyde, va être différente, etc. D'accord? Ils vont vibrer différemment. Il faut imaginer que ça comme des élastiques, si vous voulez, qui vibrent différemment. Et donc, ils vont absorber plus ou moins les liaisons. Et donc, concrètement, si vous envoyez une série les fréquences, toute la longueur d'onde à une molécule, bah, cette molécule va avaler certaines longueurs d'onde pour en laisser passer d'autres. Laisser tout passer, sauf faire, hein, c'est plutôt des trucs comme ça, d'accord? Et donc, si on vous dit dans un graphique, par exemple, bah, le pic là à telle longueur d'onde, parce que enfin, c'est pas des longueurs d'onde, on va mesurer ce qu'on appelle en nombre d'ondes, des centimètres moins 1, ça revient un peu c'est l'inverse de la longueur d'onde en fait. Le nombre d'ondes, c'est l'inverse de la longueur d'onde. Il faut qu'on le met en centimètres. D'accord, bon, c'est un cas particulier, mais pardon, c'est la, c'est la façon dont on note le truc. On pourrait le faire en longueur d'onde, hein, ça changerait rien. D'accord? Et donc là, on va regarder quelle est la partie qui traverse. Donc si tout traverse, pas de problème. Si on a un pic, c'est-à-dire que à cet endroit-là, par exemple, je sais pas moi, à 3000, à 1900, si on a un pic à 1900, ouais, un peu 1700, je ne connais pas par cœur. Hein. Je ne peux pas connaître par cœur non plus. Ah ben, on a un tableau qui va nous dire à 1700, ça veut dire qu'on a une liaison C double liaison O. D'accord? Si j'ai pas le pic là, c'est-à-dire que dans ma molécule, je n'ai pas de C double liaison O. Donc en envoyant toutes les ondes sur une molécule, on peut savoir quels sont les types de liaisons qu'il y a dans la molécule. Et donc ça, c'est vachement intéressant, parce que si on a une molécule inconnue, on peut savoir, ah bah il y a un CO, il y a un CH, il y a un CC. Par contre, on ne sait pas où ils sont placés, mais on sait qu'ils y sont. Si on a le doute entre deux types de molécules différentes, on peut parfois, avec un spectre infrarouge, se débrouiller pour arriver à avoir la différence entre les deux. Ouais, ça Oui, va ou pas? Et donc, oui, c'est ça. le spectre infrarouge, en fait, il va juste vous dire, OK, il y a un CO, OK, il y a un CH, OK, il y a un OH, etc. Et avec un peu d'habitude, on peut trouver même souvent le type de molécule. Mais c'est pas parfait. Et donc, pour arriver à avoir un truc mieux que ça, on peut utiliser ce qu'on appelle, par exemple, le spectre RMN. Ça, vous verrez ça l'année prochaine en terminale. Le spectre RMN, lui, va nous dire quelle est la position de chacun des hydrogènes. Et grâce à ça, quand on combine les deux, on arriver à quelque chose de correct. Arriver à trouver la molécule parfaitement en mixant les deux. Des questions sur ce chapitre-là ou pas? Non, c'est bon. C'est bon, on enchaîne? Alors, on va finir sur le chapitre d'après. Le chapitre d'après, c'est la synthèse organique. Alors, la synthèse organique, c'est comment est-ce qu'on fabrique une molécule. Donc là, c'est plutôt un truc avec le TP, d'accord? En fait, souvent, on va utiliser un truc expérimental. Donc, vous allez suivre le protocole expérimental. On va mélanger les premiers produits. On va prendre différents réactifs. D'accord? Par exemple, réactif 1 plus réactif 2. Alors, des fois, il y en a plus, hein, des fois, il y en a 4, 5, etc. Et on met tout ça avec un protocole. Donc, à la fin de votre protocole, bah, par exemple, vous avez fait une synthèse, vous avez dû en faire une cette année, l'arôme de je sais pas quoi, vous avez obtenu un produit. Mais ce produit, il n'est pas pur. Souvent, il est mélangé avec des restants de réactif 1, des restants de réactif 2, de l'eau, des impuretés, etc. Donc, la première chose à faire, ce sera de l'isoler. Donc pour l'isoler, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, on peut faire comme on a fait tout à l'heure, une extraction liquide-liquide. D'accord? Si votre produit, c'est un truc par exemple qui est polaire, on va le foutre dans de l'eau salée, comme ça il va bien aller dans l'eau salée, etc. Les impuretés vont remonter. Ensuite, on peut le purifier. On peut le purifier. Alors pour le purifier, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs techniques. Hein.
Alors, il y a des techniques, par exemple, si c'est un solide, on va le redissoudre, le refaire solidifier, etc. Il y a plusieurs solutions. Il y a plein de techniques différentes. Donc là, on suit un protocole. La purification sert à enlever toutes les impuretés qui pourraient rester. Par exemple, quand on fait un médicament, hein, quand on fabrique un médicament on a vu tous les jours, des fois, il est purifié 5, 6, 10, 15, 20 fois de manière à ce qu'il soit vraiment pur. Donc plus un truc va être pur, plus on est sûr qu'il n'y ait pas de mauvais produits avec. D'accord? Dernière chose, on va identifier. Donc pour identifier, il faut qu'on soit sûr que c'est bien le bon produit. Donc pour l'identification, il y a plein de techniques, hein. Il y a par exemple le spectre infrarouge qu'on vient de parler. On peut regarder la température de fusion. On peut regarder l'indice que vous avez vu en secondes. L'indice, vous vous rappelez, c'est quand on dévie la lumière. On peut regarder plein de choses comme ça. Il y a plein de choses qui permettent d'identifier le produit. Alors, les spectres RNN, il y a plein de choses qui permettent de le faire. Donc à la fin, une fois qu'on a fait ça, on peut calculer le rendement. Le rendement, c'est combien on a récupéré en masse, par exemple, la masse récupérée, sur la masse théorique. C'est-à-dire, on fait le calcul, on dit, bah, on doit récupérer tant de trucs, on fait fois 100, et on va avoir un rendement en pourcent. Donc, très souvent, le rendement, hein, c'est de l'ordre de 60, 70, 80%. On arrive même à plus sur certaines réactions. Il y a des réactions, c'est tout pourri, à 3% de rendement, parce qu'il y a beaucoup de pertes. Et donc, on va tout faire dans le protocole pour avoir un rendement maximal, qui est le plus proche de 100%. Ouais. Oui, Alors, il vous parle aussi, donc, ouais, pour la purification, dans votre bouquin, enfin, dans mon bouquin, il parle, par exemple, de distillation. La distillation, ça permet d'augmenter le rendement. Il parle aussi de recristallisation. Donc, la purification de la recristallisation, c'est ce que je vous disais. Par exemple, il y a des solides, ils sont dissous, et en surface, ils vont coaguler en surface, ils vont apparaître en surface. Ben, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on enlève l'eau, on reprend de l'eau propre, on le redissout dans de l'eau propre en chauffant, en réattant, en ratant de nouveau que ça refroidisse, et là, ça va recristalliser. Et en faisant ça, toutes les impuretés qui étaient prises dans les cristaux, ils vont partir dans le liquide quand vous allez le dissoudre, et ils vont rester dans le liquide après. Donc des fois, de recristallisation, on va en faire 3, 4 d'affilée, c'est pas impossible. Pareil, hein, pour la distillation, on peut distiller une fois, deux fois, trois fois, de manière à avoir un truc pur. Après, voilà, il y a différentes choses à faire, hein. Des techniques de séparation et de purification, il y en a plusieurs, il n'y en a pas que deux, hein, il y en a plein. Enfin, finalement, on aura été vite sur ce chapitre-là, parce que c'est un chapitre plutôt théorique, plutôt expérimental. Ok, allez, 2 minutes encore. On va parler maintenant un petit peu des combustions, rapidement. Bon, il n'y a pas grand-chose, c'est le chapitre d'après. Donc la combustion. Donc la combustion, comment ça marche? Il faut le triangle du feu, ça vous l'avez déjà vu en quatrième, je crois. Il faut la chaleur pour enclencher la réaction. Il faut le carburant, c'est ce qui va brûler. Et il faut le comburant, c'est ce qui va aider à brûler. Alors le mieux, c'est de prendre un exemple. Exemple, une bougie d'anniversaire. D'anniv. Une bougie anniversaire, la chaleur, c'est quoi? Bah, c'est votre briquet, par exemple, ou votre allumette. Il va amener la chaleur. Le carburant, c'est quoi? Bah, c'est la cire de la bougie qui va brûler. Et le comburant, bah, c'est l'oxygène de l'air. Et grâce aux deux, vous avez une bougie qui brûle. Et quand il manque un des trois, ça s'arrête. Donc la chaleur, bah, elle y est toujours, parce qu'une fois que vous avez chauffé, bah, ça s'entretient. Par contre, une fois que la bougie, il n'y a plus de cire, bah, elle s'éteint. Et pareil, si vous mettez ça sous un verre, votre bougie, elle va s'éteindre aussi, parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Donc très souvent, les pompiers, par exemple, quand il y a un feu dans une centrale, ou je sais pas, moi, il y a un tanker qui est en train de prendre feu, euh, le carburant, il y aura toujours. Il y aura toujours du pétrole. Ils vont pas pouvoir pomper tout le pétrole. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont balancer, par exemple, de la mousse. Et la mousse, elle va empêcher l'oxygène de l'air d'atteindre le feu. Et comme ça, on va enlever le comburant. Et ça va s'éteindre. Ça, c'est ce que vous avez vu en collège. Ça va? oui, ça va. Et donc, on peut calculer l'énergie libérée. Donc, l'énergie libérée, c'est concrètement, ça se note Q, c'est la quantité de chaleur, c'est de l'énergie, c'est en joule. Donc l'énergie que vous pouvez libérer, ça dépend de la masse du truc que vous brûlez, du carburant par exemple, fois le pouvoir calorifique.
Le pouvoir calorifique, alors il le note PCE, mais vous noterez différemment en terminale, mais on reste sur PC. Donc c'est combien 1 kg du produit peut créer de chaleur. D'accord? Donc quand vous brûlez par exemple 1 kg de charbon, vous récupérez par exemple telle chaleur. Si vous brûlez 1 kg de pétrole, vous récupérez bien plus de chaleur. Ce qu'on appelle le pouvoir calorifique. Et donc le pouvoir calorifique est différent en fonction des trucs qu'on brûle. Hein. C'est pas le même truc entre du bois, du pétrole ou je sais pas quoi. Et alors comment ça s'explique? En fait tout simplement, lorsque vous brûlez une molécule, par exemple vous me brûlez une molécule qui contient plein de choses, sous forme gazeuse, vous allez la brûler, vous allez la transformer en deux autres molécules, A plus B par exemple. Et souvent, l'énergie, il y a plus de liaisons dans la première que dans la deuxième. Donc en fait, vous avez rompu des liaisons. Et comme les liaisons, c'est de l'énergie, parce que dans une liaison, c'est un lien, donc c'est l'énergie. Comme il y a moins de liaisons à la fin, alors c'est simplifié, mais en gros, on va dire ça, et comme il y a moins de liaisons à la fin, bah, il y a l'énergie qui a été libérée. Donc quand il y a une combustion, il y a toujours création d'énergie. Parce qu'il y a moins de liaisons à la fin. D'accord? Et donc concrètement, pour savoir l'énergie libérée, vous faites l'énergie des liaisons, c'est-à-dire vous faites la somme de toute l'énergie de toutes les liaisons qu'il y a avant, moins, pardon, après, je veux dire. On va regarder les liaisons rompues, les liaisons. Alors, concrètement, je vais prendre un exemple, c'est plus simple. Imaginons qu'on brûle CH4 plus O2 donne CO2 plus H2O. Donc toutes les réactions de combustion, c'est pareil. Première chose, on équilibre. Ici, on a un carbone, on est bon. L'hydrogène, on en a 4. Ici, j'en ai 2, donc on met un 2 devant. Ça vous l'avez fait en secondes. Donc là, j'ai bien mes 4 H. Ici, j'ai mes 4 H. Les O, j'en ai 2. Ici, j'en ai 2 plus, donc j'en ai 4 à droite. Ici, je rajoute un 2 pour avoir 4 à gauche. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez brûler ça? Ça revient à la même chose. De dire ici CH4, c'est-à-dire que j'ai cassé 4 fois la liaison CH. Parce que CH4, c'est 4 fois la liaison CH. J'ai aussi cassé 2 fois la liaison OO. D'accord? C'est ce que j'ai cassé. Et pour fabriquer mes molécules ici, je vais créer quoi? Je vais créer 2 liaisons CO. Et ici, pour chaque molécule d'eau, j'ai 2 liaisons HO. Donc au total, j'ai créé 4 liaisons HO. Donc j'ai créé ça. Donc finalement, pour faire ma réaction chimique, c'est comme si j'avais cassé ça et que j'ai créé ça. D'accord? Et ensuite, on regarde les énergies. Alors, je ne sais pas si j'ai un tableau avec les énergies là-dedans. Regardez les liaisons. Chaque liaison a sa propre énergie. Voilà, j'ai les liaisons. Donc on fait le calcul là, puis on s'arrêtera là-dessus. Zut, t'es où ma souris? Ah! Voilà. On va regarder donc l'énergie de liaison de CH, c'est 415. Alors c'est des joules par kilojoules par mol, mais on va pas, c'est des kilojoules par mol. L'énergie de, j'ai dit quoi qu'il nous faut? O, c'est 498. D'accord? Il me manque quoi? CO, c'est 804. Donc ça, c'est donné dans l'énergie, d'accord? Dans le livre, c'est des données, hein. Et HO, 463. Donc on va regarder. Ici, qu'est-ce qu'on a cassé? On a cassé 4 fois 415. Ici, d'accord? On a aussi cassé 2 fois 498. Ça, c'est ce qu'on a cassé. Et qu'est-ce qu'on a créé? On a créé 2 fois 804 et 4 fois 463. On va regarder combien ça fait ça. On va faire la soustraction de tout ça. C'est 4 fois 415 plus 2 fois 498, ouais. Donc on a cassé en liaison 2656 kJ par mol. Et on a recréé 2 fois 804 plus 4 fois 469, 3484. 3484.
Et donc finalement, on voit que la différence d'énergie, on a plus d'énergie à la fin, on a dépensé plus d'énergie à la fin qu'à l'arrivée. Donc on a créé la différence entre les deux. L'énergie qu'on a libérée au cours de la réaction, c'est la différence entre les deux. Donc 3484 moins 2656. Ouais. Oui. Et c'est où qu'est-ce que et voilà. Et donc là, on voit que l'échec de combustion libère de l'énergie. On est bon? Des questions là-dessus? Oui. Non, c'est bon. Bon, donc on s'arrête là pour le soutien. Si vous avez des soucis l'année, hein, n'hésitez pas, je vous redonne mon adresse mail pour m'écrire. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions dans l'année, même quand ça va reprendre. Et puis, on attend les nouvelles pour savoir comment ça se passe la reprise. On verra bien pour vous. Je ne sais pas encore. On saura ça normalement d'ici une semaine ou deux, la reprise. Mais apparemment, c'est sur la base du volontariat, donc vous ne serez pas obligé d'aller en cours. D'accord. Voilà. Bon, du coup, je vous souhaite un bon week-end à tous. Bonne fin de vacances. Il reste plus que 2-3 jours, mais même si c'est un peu des vacances bizarres, mais bon. Oui. Allez, faites attention à vous. Bonne journée, bon week-end. Au revoir. Au revoir.